Je sais pas, c'est pod. Ah. Podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2024, 2 jours avant la journée internationale contre l'homophobie. En fait, le 17 mai 1990, l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales de l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. 1990, c'était il y a 34 ans. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet. Sauf peut-être pour Charlie, que je suis vraiment heureuse d'accueillir. Charlie, merci d'avoir accepté de raconter ta route derrière mon micro. Charlie, tu vis à Paris, tu as 36 ans, et nous sommes nés le même jour de la même année, ce qui, je crois, nous lie encore plus. Charlie, tu es multicasquette, tu fais partie de nombreuses associations, principalement dans l'entrepreneuriat, et tu es aussi fondateur d'une société qui s'appelle Bigger. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais Bigger, c'est une société qui met en relation des pépites, des personnes qui ont des talents, avec des créateurs de projets qui cherchent justement des personnes pour les aider à les réaliser, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment ça qu'on fait. Effectivement, on connecte des talents avec des entreprises et c'est vraiment une très chouette aventure parce qu'on crée des histoires en faisant ça et donc c'est très très beau de pouvoir voir se déployer ces talents-là dans les entreprises et puis de s'épanouir dans ce qu'ils font, quoi. Alors maintenant, c'est à ton tour, à toi de te présenter avec tes propres mots et peux-tu nous dire de qui est composée ta famille ? Ok, donc moi effectivement je suis Charlie Gaillard, comme tu l'as dit j'ai 36 ans, je suis en couple avec François, donc c'est mon futur mari, on va se marier là dans quelques mois et on a de beaux projets d'agrandir la famille à relativement court terme, donc ça voilà, ma composition familiale va pas mal changer dans les prochains mois et mon état civil. Moi j'ai un parcours un peu varié puisque j'ai commencé en tout cas à titre professionnel d'abord comme salarié, puis après j'ai fait du freelancing, j'ai été solopreneur et puis aujourd'hui je me caractériserais plutôt comme entrepreneur puisque j'ai des salariés et qu'on essaie de monter un beau projet ensemble. Donc voilà, en très très résumé, c'est le Charlie d'aujourd'hui en tout cas. T'es entrepreneur depuis combien de temps ? J'ai créé ma première boîte en 2013, au départ donc pour être freelance. Ensuite, j'ai commencé à, faire travailler d'autres personnes et donc être plutôt dans un mode solopreneur en 2017 et j'ai vraiment créé Bigger en 2020. Donc là, on a effectivement aujourd'hui 20 salariés, on fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça devient un peu sérieux. C'est un beau bébé, quoi. Ouais, exactement. Et si on revient un petit peu en arrière à ton enfance, t'étais quel type de petit garçon, plutôt le bon élève ou le bagarreur à la récré ? Alors moi, je n'étais pas trop bagarreur, j'étais effectivement plutôt le bon élève. Voilà, j'ai toujours eu des très bonnes notes, eu un parcours éducatif, en tout cas jusqu'à mes 10-11 ans, exemplaire entre guillemets, j'étais toujours le premier de la classe. Et en fait, ça s'est un petit peu corsé quand mes parents m'ont proposé de sauter une classe parce que justement, c'était un petit peu finger in the nose et que j'avais pas trop le goût de l'effort. Donc vers 10-11 ans, effectivement, ils m'ont proposé et puis... j'ai eu une enfance qui n'était pas forcément très simple dans mes relations avec les autres, avec mes parents, mais même avec mes camarades de classe. Alors à la fois parce que effectivement très vite, je suis un peu sorti du bois sur le fait que je préférais les garçons. Je l'ai su très tôt, je l'ai annoncé à mes parents quand j'avais 10 ans, mais je le savais déjà depuis quelques temps. Donc ça a toujours été quelque chose qui a été en moi et je n'ai pas eu des révélations comme d'autres beaucoup plus tardives. Donc ça a quand même été un sujet parce qu'évidemment à la récréation et encore plus en élémentaire, c'est pas des choses avec lesquelles on est forcément très à l'aise. Est-ce que t'en parlais déjà ? Oui, mais sans en faire un sujet, c'est-à-dire que j'ai jamais été dans la revendication, c'était juste qui j'étais et donc voilà, j'ai plutôt des coups de cœur pour des petits camarades garçons que des camarades filles. Donc voilà, assez vite, ça a quand même créé des questionnements autour de moi, en tout cas à l'école. Et puis dès que j'ai su un peu mettre des mots là-dessus, j'en ai rapidement parlé à mes parents, mais j'étais pré-ado, enfin 10 ans, c'est vrai que c'est assez jeune. Et d'ailleurs, mes parents pensaient que c'était au départ une passade, entre guillemets, en se disant voilà, c'est
un moment de construction identitaire et peut-être que ça changera. Je pense que ça les rassure un peu de se dire que peut-être ça changerait aussi. Donc il y avait ce sujet-là, mais finalement, c'est pas tellement ça qui impactait mes relations avec les autres, même si ça créait une différence. J'ai toujours été un enfant qui avait des relations, c'est vrai, particulières. Et donc mes parents, à un moment donné, ont décidé de m'emmener voir un psychologue pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans ma petite tête d'enfant, effectivement, qui avait des relations pas identiques à celles de ses camarades. Et en fait, j'ai été, entre guillemets, diagnostiqué HPI à ce moment-là. Alors, j'en parle très rarement parce que c'est un truc où je trouve que c'est un peu enfermant de se mettre dans cette case-là. Et en même temps, tu peux nous dire, qu'est-ce que ça veut dire HPI pour ceux qui... Alors, ça veut dire haut potentiel intellectuel. Donc, c'est ce qu'on appelait avant les surdoués. Alors, pendant longtemps, ça a été très valorisé, mais je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que ça n'a pas que des bons côtés et loin de là, parce que justement, la plupart des personnes qui sont diagnostiquées HPI ont un mode de communication qui est un peu différent. Toi, tu dirais que c'est sous quelle forme? Plus dans l'intensité de tes relations, peut-être? Alors, quand j'ai fait le test, justement, il y a des compléments de ce test-là pour, tester les différentes intelligences, entre guillemets. Alors, encore une fois, je ne suis pas très à l'aise avec ces termes, mais c'est les termes, en tout cas, de l'époque. Et en tout cas, ce qui a été détecté, c'est que j'avais un quotient émotionnel beaucoup plus fort que la majorité des personnes. Ce qui veut dire qu'il y a une forme d'empathie, de compréhension des autres et de ce qu'ils ressentent surtout, qui est très forte. Et donc, quand on est un enfant, qu'on n'a déjà pas forcément les mêmes barrières, quelque part, que les autres, on ne s'est pas construit des remparts de sécurité comme on a quand on est adulte, le fait d'absorber, de comprendre ce qui se passe autour de soi, donne un niveau de maturité qui est élevé, mais qui en même temps pose beaucoup de questions et donc donne une profondeur aux relations, effectivement, qui est important. Ça me rendait un peu ovni, je pense, dans cette fameuse cour de récré. Mais moi, ça m'a permis, par contre, de comprendre, en fait, que j'étais justement différent des autres. Ouais, mettre des mots dessus, Exactement. ça a été... Ouais, ça a quand même été une révélation pour moi, parce que ça m'a permis de me caractériser. Donc, dans justement cette construction un peu identitaire, c'est important. Et surtout, de comprendre que finalement, c'est pas tous les autres qui étaient différents, mais peut-être moi. Et donc, c'est vrai que souvent dans ma vie, je m'ajuste aux autres. Là où, quand j'étais plus jeune, je m'attendais à soit que ça coule tout seul, et c'était pas toujours le cas, soit à ce que les autres s'ajustent aussi un peu à moi, pourquoi pas. Et j'ai appris à m'accorder finalement avec les autres, dans le sens vraiment musical du terme, vraiment se mettre en cohérence, à comprendre ce qui est attendu dans les relations sociales. Et je pense que ça m'a un peu aidé justement à créer des relations toujours aussi fortes, mais amicales, et à mieux m'intégrer dans des groupes de personnes, là où c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était quand même encore assez difficile. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que toutes ces différences et cette hypersensibilité sont maintenant des forces pour toi? Je pense que c'est une force dans ma construction. C'est-à-dire que le fait d'avoir été différent, de l'avoir compris, de justement tenter de m'accorder aux autres le mieux possible, ça n'a pas toujours été simple. Ça a quand même été un peu un chemin de croix, parce qu'il faut justement se trouver dans ce monde-là. Et j'ai créé, je pense, une très forte résilience. À la fois, j'ai gardé ce côté empathique qui est hyper important pour moi. Donc vraiment, les relations humaines, pour moi, c'est la base de tout. Et je m'intéresse quand même beaucoup aux autres. Mais en même temps, je sais persister quand c'est difficile. J'ai maintenant ce goût de l'effort, justement parce que dans la suite de mon parcours, mes résultats ont chuté parce que je suis passé finalement de CM1 en 6e, donc ça a été le grand bond assez vite pour moi. J'ai eu même quelques difficultés à certains moments, dû faire des cours de soutien, des choses qui étaient pas imaginables il y a quelques années. Exactement. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on est dans un monde où... évidemment qu'il faut faire des efforts, évidemment que le travail, c'est pas si simple. Et donc, je pense que ça m'a un peu inculqué ça, ça c'est important. Et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Nous, Charlie, on se connaît depuis quelques années maintenant par l'intermédiaire d'un réseau d'entrepreneurs. Et c'est vrai que depuis tout ce temps, ton homosexualité n'a jamais été un sujet. En tout cas, c'est l'image que tu donnes. Alors ma question, c'est ça, c'est est-ce que ce n'est plus un sujet ou pas un sujet ? Ou est-ce qu'il t'arrive encore parfois d'avoir des difficultés ? Alors en fait, je pense qu'effectivement, la question est bien posée. Je pense que j'ai essayé d'en faire un non-sujet pendant des années, alors que c'en était clairement un. Je sais pas parler de la suite du parcours, mais c'est clair qu'au collège, je me suis pris quelques coups de poing. Enfin, ça n'a pas été toujours simple, pour le coup. C'était vraiment très compliqué. J'ai jamais été dans la revendication. Je pense que... la revendication, elle est utile à certains moments, mais pour pouvoir être intégré avec les autres, il faut justement faire cet effort d'intégration. T'es pas en colère, quoi. Non, je suis pas du tout en colère. Je suis dans la revendication positive, c'est-à-dire l'égalité des droits. Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me touche et qui est important pour moi. Je considère que c'est en normalisant les choses et en montrant que justement, il n'y a pas de différence que ça va se faire assez naturellement.
Après, on travaille le temps long, donc ça peut mettre à plus ou moins de temps. Mais voilà. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, très souvent, j'ai fait mon coming out sans le vouloir, parce que ça m'échappait de dire « Ah bah, mon copain ». Et ça déroutait beaucoup plus mes interlocuteurs que moi, qui n'avaient même pas finalement... Exactement. C'était tellement naturel pour moi que ça n'en était pas un. Et aujourd'hui, dans ta vie d'entrepreneur ? Non, d'ailleurs, enfin voilà, évidemment, tous mes collaborateurs le savent. J'ai partagé mon projet d'agrandir la famille avec eux parce qu'évidemment, il y a des impacts professionnels, j'ai des périodes d'absence, etc. Donc, ils le savent. Je continue de ne pas en faire un sujet volontairement. Et c'est peut-être ça, cette force de... Enfin, je dis que je revendique pas, mais en même temps, effectivement, le fait de le rendre comme un des éléments de mon identité, de qui je suis, mais sans en faire un cheval de bataille, je pense que c'est ça qui rend les choses beaucoup plus faciles. Après, je mentirais si je disais que tout était toujours simple, que j'ai pas eu à certains moments, même dans le contexte professionnel, des réflexions ou ce genre de choses. Je me dis que comme partout, il y a des personnes qui sont plus ou moins ouvertes et qu'il faut composer avec. Et que l'avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on choisit aussi avec qui on s'entoure. Donc évidemment, c'est pas une question que je pose lors des entretiens de recrutement, mais on sent aussi assez vite si on a des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit autour de nous. Et comme nous, ça fait partie de notre culture d'entreprise, en fait, c'est pas un sujet, pour le coup. Voilà. Et ta famille, ça a été quelque chose à accepter facilement ? Alors, j'ai jamais été ni jeté de chez moi, ou je connais certaines personnes à qui ça a pu arriver. Par contre, évidemment, ça a été difficile pour certains membres de ma famille, notamment mon père. Il y a quand même un sujet, particulièrement chez les garçons, autour de la virilité. Il y a le sujet des enfants. Donc là, je rouvre un peu avec mon projet, mais qui évidemment, il y a un deuil à faire pour les premiers impliqués, c'est-à-dire moi en tant que potentiel parent, comment je me projette. Ça a été un long chemin aussi de me dire que peut-être je ne pourrais pas avoir d'enfants, mais de la même façon, les grands-parents potentiels, donc mes parents, se posent la question. Je suis le seul garçon, il y a la question toute bête, mais de perpétuer le nom. Quand on en parle, ça fait sourire, mais quand on se met à la place des personnes concernées, on peut comprendre qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éteigne. Donc voilà, donc on en revient à des choses très basiques. Donc non, ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris un peu de temps de la part de ma famille. J'ai jamais eu ni de rejet, encore une fois, ni de réflexion ou quoi, mais je pense que ça a demandé une certaine forme de cheminement, ouais. Et est-ce que tu dirais que suite à tout ça, ton côté entrepreneur, tu l'as développé ? Ou est-ce qu'il te vient de ta famille ou de ton éducation ? Je pense que je parlais de résilience tout à l'heure, ce côté combat de la vie, c'est-à-dire se battre un peu contre les autres à certains moments, ou en tout cas pour s'intégrer, se battre contre ces différences et essayer de les intégrer au mieux dans mon parcours pour en faire quelque chose de bien, qui soit utile pour moi, qui soit utile aussi au monde quand même. J'aspire à laisser une marque positive, aussi en tout cas une contribution pour le moment où je voudrais partir, ou où je partirai en tout cas. Je pense que ça m'a aidé effectivement. Je me suis dit, ok, comment en fait je suis entrepreneur de ma vie. Je dirais que c'est comme ça que je me suis défini. À 16 ans, j'ai quitté le domicile familial pour commencer à travailler, donc très tôt. J'ai toujours eu ce côté de me prendre en main, de ne pas vouloir dépendre des autres, d'être très autonome. Dans mes valeurs, il y en a deux vraiment majeures, c'est la liberté et la justice. Et la liberté, je considère qu'on se la construit, en tout cas en partie. Et ça, pour le coup, je peux me battre pour. Et donc, en fait, je me suis créé un espace de liberté dans lequel je peux m'épanouir. Je crois que c'est comme ça que je le définirais. Et est-ce que tu as senti devoir prouver quelque chose aux autres et à toi ? Et est-ce que justement, ça a été un sujet pour équilibrer ta vie pro et perso ? Alors non, ça pour le coup, ça reste un sujet très compliqué, c'en est vraiment un. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est compliqué parce que quand on est passionné par ce qu'on fait, que le projet que je porte, j'y crois beaucoup évidemment, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Donc non, je pense qu'à un moment donné, je suis tombé dans ce piège d'ailleurs de me caractériser essentiellement par le côté professionnel de ce que je fais. Et aujourd'hui, finalement, à l'aube de mes 40 ans, il me reste encore quelques années. Ouais, ça va, attends, à 36... Ouais. Mais en tout cas, cette réflexion de structuration familiale, de remettre les choses à leur place, entre guillemets, elle se fait maintenant. C'est-à-dire que je considère que je me suis prouvé un certain nombre de choses que j'avais besoin de me prouver. Peut-être en réflexion avec cette histoire personnelle pas toujours simple. Et donc moi je suis à l'aise avec ce que j'ai pu faire. Je me suis encore une fois prouvé à moi-même ce que j'avais envie de me prouver. Et donc maintenant, l'idée, c'est de voir comment je crée un équilibre peut-être plus sain, effectivement, entre ma carrière, qui est quelque chose d'important pour moi et qui le restera, et évidemment ma vie personnelle, ceux que j'aime, et avec qui j'ai envie de passer plus de temps. T'as l'impression qu'il y a une page là qui commence à se tourner pour une nouvelle ? Oui, clairement, cet agrandissement de la famille, c'est un vrai sujet pour moi. C'est un sujet qui, quand on est deux garçons, se pilote. C'est pas, c'est un peu moins, entre guillemets...
naturel, en tout cas fluide, que quand on a un couple hétéro où on peut rapidement tomber enceinte. C'est quelque chose qui se réfléchit, qui a des implications importantes. Qui s'organise, et qui s'organise. Donc on perd un peu le côté spontané, mais c'est aussi la plus belle aventure de ma vie, et ça j'en ai conscience. Donc je veux vraiment profiter de ce temps-là, je veux vraiment... Et donc d'ores et déjà, c'est ce que tu disais, prendre le temps, ça me semble être le bon mot, c'est de choisir comment j'alloue ce temps-là. Là où avant, peut-être à certains moments, je me sentais prisonnier de toute cette énergie que j'ai envie de mettre dans mon projet professionnel. Effectivement, maintenant, à certains moments, je décide de me retirer un peu de ce projet professionnel. Alors, je ne me désengage pas, mais je délègue plus. Je me suis réorganisé de façon à pouvoir avoir un temps personnel que je cultive et que j'ai décidé en conscience d'avoir pour pouvoir piloter tous ces beaux projets. Et comment tu te sens là, en parler de tout ça ? Ah bah forcément, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est un projet qui débute. Voilà, on n'est pas au bout, ça prend du temps. Voilà, il y a des rebondissements. Typiquement, je disais, je revendique pas, mais je suis fier. Évidemment, je vais être fier d'agrandir ma famille, non pas pour faire évoluer les mentalités, mais en fait tout simplement pour moi être heureux. J'ai parlé tout à l'heure de deuil d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui est difficile. J'ai mis beaucoup de temps. Et là, le fait de pouvoir se dire que je peux rouvrir la porte, c'est hyper chouette. Ouais, c'est ça, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est de pouvoir ouvrir des tonnes de portes qui n'étaient pas envisageables avant. C'est pour ça que ça me tenait assez à cœur d'entendre ton discours qui est quelque part sans colère et qui allège un petit peu ce sujet. Ça le rend beaucoup plus doux. C'est ce qu'on disait, je revendique pas, mais je témoigne. Je pense que c'est ça la bonne façon de... En fait, c'est par les parcours de vie des personnes qu'on rencontre qu'on découvre certaines choses. C'est exactement ça. Voilà, d'ailleurs, on parle souvent de phobie. La phobie, c'est la peur de l'autre. Donc, on en revient à des choses très basiques. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez amusante. On parlait tout à l'heure du contexte professionnel et de l'homosexualité. J'ai eu une amie qui, du coup, maintenant est une amie, qui était une collègue à l'époque. J'arrive à la pause café, enfin, à la machine à café, puis elle regarde le journal, c'est à l'époque de Manif pour tous. Elle dit « c'est pédé maintenant, il faudrait que plus qu'ils se marient. » Et je lui dis, mais tu sais que moi, je fais partie de ces gens-là. Et donc, en fait, c'est marrant parce que ça a nourri un débat. Et aujourd'hui, elle serait presque, elle, pour le coup, à revendiquer les mêmes droits pour tous, etc. Donc, elle a fait ce cheminement, tout simplement parce qu'elle n'avait personne dans son entourage. Elle venait d'une culture où c'était pas du tout possible. Donc, je pense qu'on évolue tous au contact des autres. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la force du témoignage et de l'influence, entre guillemets, que peuvent avoir ces témoignages. Mais les témoignages de vie, c'est chouette. Et je pense que c'est beaucoup plus puissant, finalement, que de se mettre dans une posture effectivement de revendication, de réclamer, de quelque part presque de justice, qui peut parfois même desservir la cause quand elle est poussée à outrance. Et comment tu t'imagines dans 5 ans ? C'est une question difficile parce qu'en plus, là, justement, je rebats un petit peu les cartes entre pro, entre perso. Donc, quelle place va prendre chaque chose, c'est difficile de le dire avant. J'imagine très bien qu'un enfant prendra beaucoup de place, quoi qu'il arrive dans ma vie. Et je pense que beaucoup de cartes peuvent être rebattues. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui t'anime quand même et qui fait partie de toi. Je pourrais pas... moi, je peux pas me retrouver inoccupé. C'est impossible. J'ai besoin d'être engagé. Donc, à côté effectivement, de mon parcours d'entrepreneur, je suis engagé dans plein de réseaux. L'engagement et justement quand même faire rayonner les valeurs auxquelles je crois, c'est quelque chose de vraiment important. Donc ça, je sais que je peux pas être inactif. Je suis obligé d'être mobilisé. Je serai toujours quelqu'un qui a 100 000 choses à faire en même temps parce que c'est le rythme qui me va bien. Maintenant, je le ferai. Une juste répartition, encore une fois, organisée entre ma vie pro et ma vie perso, ce qui a peut-être été un défaut que j'ai pu avoir. Et niveau émotion, tu te sens comment alors ? Apeuré, excité, un petit mélange de tout peut-être ? Oui, il y a un mélange de tout et puis c'est un process pas du tout linéaire où il y a des hauts, il y a des bas, il y a des déceptions, il y a des... Donc là, je suis dans la phase d'excitation, ça reste encore le début, je commence à avoir une projection que je pouvais pas avoir avant, c'est un très beau projet de couple, donc forcément... Donc oui, là, je suis dans une phase plutôt d'excitation, tout en sachant effectivement que le chemin est tumultueux, qu'il y aura probablement un moment plus difficile, mais la finalité est tellement belle que de toute façon, il n'y a pas d'autre émotion possible. Ce qui est sûr, c'est que j'espère que dans plusieurs mois, on aura la suite de votre route et de votre parcours, parce que en tout cas, j'aimerais l'entendre, ça me ferait vraiment plaisir. Charlie, merci en tout cas d'avoir joué le jeu, de répondre aux questions et en tout cas de raconter une bonne partie de ta route, c'est peut-être livré avec un peu plus d'émotion. Merci à toi Camille de m'en donner l'opportunité et puis j'étais très content de partager ce moment avec toi pour effectivement dire vrai sur ce parcours, pas toujours simple. Merci. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé, ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.